Dès qu'on arrive à la salle de sport, il ne m'appelle plus papa, il m'appelle coach. Je coupe l'affectif. Père, époux et coach, c'est une richesse ou bien c'est un défi permanent? Ça fait plus de 40 ans. Ah oui. Ah ouais. Je suis allé faire des dons auprès de la Fédération congolaise de kickboxing. Tout ça parce que j'avais connaissance qu'il y a un manque au Congo. Bonjour, ici Caroline Makwangu de Congo Diaspora. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Kitoko, coach de kickboxing d'origine congolaise, dont le parcours relie Pointe-Noire à l'Europe à travers la discipline, la transmission et l'excellence. Au-delà du ring, il incarne une vision, celle d'un sport qui construit des champions, surtout des hommes, et qui peut devenir un levier puissant pour le développement au Congo. Bonjour Jean-Luc Kitoko. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, on va parler un petit peu de vous, de vos débuts. Vous êtes né à Pointe-Noire. Comment étaient vos débuts au pays et vos premiers pas dans le sport? On aimerait savoir un petit peu qui vous a initié et qui ont été vos modèles. Je suis né à Pointe-Noire, mais j'ai grandi à Brazzaville. D'accord. Le sport, dans mes débuts, j'en ai fait comme tout jeune Congolais en particulier. On a fait du football, des arts martiaux, des sports de combat. En fait, c'est quand je me suis expatrié sur la France, un peu plus tard, que je me suis spécialisé dans des sports de combat, dans les années 80-86. Et qui ont été vos modèles dans le sport? Peut-être pas forcément dans la discipline à laquelle vous enseignez, mais en général. Au départ, j'ai fait beaucoup de football parce que mon père était un pratiquant et un cadre dans le football au Congo. D'ailleurs, il a fait partie de l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique en 1972. Okay. Il était secrétaire général de la FECOFOOT à l'époque. Okay. J'étais inspiré par les grands joueurs de l'époque, Pelé, etc. Donc ça, c'est vraiment la old school, comme on dit. Et après, les sports de combat, j'ai été inspiré en boxe anglaise, il y a Mohamed Ali, en kung-fu, on a Bruce Lee. C'est ma génération, en fait. Oui. Donc c'est vrai que ça peut paraître maintenant un peu marrant, mais c'est ma génération et c'est ce qui m'a inspiré. Donc j'ai commencé le full contact. C'est un dérivé du karaté, en fait, un sport pied-point, en 1986. Je fais un petit coucou à mon défunt professeur, M. Daniel Renson, et c'est lui qui m'a enseigné le full contact en 1986. Par la suite, en 1989, je suis rentré en équipe de France. J'ai été récompensé par une médaille de bronze en 1990 au championnat du monde en Italie. Voilà, ça c'est le parcours du commencement, la compétition, et après j'ai passé des diplômes. Actuellement détenteur de 4 diplômes, 2 BPGEPS, 2 DEGEPS, donc ce sont des brevets d'État et diplômes d'État en full contact et en kickboxing. Je suis en parallèle entraîneur de l'équipe de France de kickboxing depuis 2009, entrepreneur, gérant d'une salle de sport. J'ai une salle de fitness que j'ai créée en famille avec ma femme et mes enfants depuis 2022, qui se trouve dans le 77 Val d'Europe. Vous parlez de votre famille, justement, j'y venais. On peut parler de transmission. On sait que la semaine prochaine, vous emmenez votre fils à une compétition au Monténégro. Pourquoi il est important pour vous d'initier vos propres enfants à une discipline sportive aussi exigeante que le kickboxing? Mes enfants ont commencé par le football, comme beaucoup de garçons. Par la force des choses, ils ont suivi papa. Bon, j'ai rien forcé, même si la maman pense que j'ai forcé. Non, mais mes 3 enfants, d'ailleurs même la première a commencé par le sport de combat. La dernière aussi, qui est une fille, aussi a fait le sport de combat. Ça n'a pas été une obligation de ma part, mais je pense qu'ils ont suivi par la force des choses. Et d'ailleurs, à un moment donné, on leur a posé la question de savoir est-ce qu'ils préféraient faire du football ou du sport de combat. Donc c'est vraiment pas genré, même vos filles Exactement. ont été initiées au sport de combat, d'accord? Exactement. De toute façon, faire du sport, c'est une nécessité. Nous, on les a mis au sport, ils ont fait du judo, ils ont fait du football, et là, ils sont au kickboxing, par la force des choses, on peut dire. Est-ce que être à la fois père, époux et coach, c'est une richesse ou bien c'est un défi permanent? Je dirais que c'est les deux. C'est une richesse parce que de transmettre à ses enfants et de les voir évoluer et performer, je pense que c'est quelque chose de véritablement enrichissant. Un défi permanent parce que c'est notre chair que nous voyons sur les tatamis, que nous voyons sur le ring. Vous entendrez toujours dire je joue au basket, je joue au football, je joue au ping-pong, mais vous n'entendrez jamais dire je joue à la boxe. On ne joue pas à la boxe. C'est des coups de pied, des coups de poing qui partent. Il faut être capable de couper l'affectif, sinon on ne peut pas. Dès qu'on arrive à la salle de sport, il ne m'appelle plus papa. Il m'appelle coach. Je coupe l'affectif. Donc, dès qu'on rentre au gymnase, quoi que ce soit, c'est coach. On sort de là, c'est papa. Et donc, la relation entraîneur-entraîné, père-enfant, c'est pas évident, mais bon, je pense que la clé de ce travail, c'est couper l'affectif. Okay. Il faut couper l'affectif, sinon, le premier coup de pied que prend votre enfant, vous n'êtes plus dans le coin. Ouais. C'est clair.
Donc vous parlez d'un détachement émotionnel au moment où on rentre dans la salle ou sur le ring, mais est-ce qu'à la maison, à contrario, votre rôle de coach prend le dessus? Non, pas du tout. On sort de la salle, je redeviens papa, ils redeviennent des enfants. Non, il faut couper. Sinon, c'est plus vivable ni pour moi, ni pour les enfants. Oui. Donc, il faut quand même qu'ils sachent faire la différence. D'ailleurs, le fait qu'ils m'appellent coach, c'est pour aussi qu'il n'y ait pas de différence avec les autres élèves. Il n'y a pas de parti pris. Ils sont entraînés pareil que les autres, que tout le monde. Quand nous sommes à la salle, je réitère, c'est coach. En dehors de là, je coupe et je redeviens papa. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément cette discipline, qu'est-ce que le kickboxing exactement en quelques mots? Quelles sont les règles, les valeurs que ce sport défend? Alors, le kickboxing est un sport pied-point qui vient du Japon, précisément en 1950, et qui a été après exporté un peu plus tard en Occident, en Europe, en Afrique. Les valeurs que ça y amène, c'est le respect, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que souvent on me dit, ouais, mais c'est des coups de poing, des coups de pied, comment vous pouvez penser? Ben si, parce que c'est pas pour rien que ça s'appelle le noble art, c'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Donc les valeurs, il y a le respect, il y a le dépassement de soi, il y a la maîtrise de soi, il y a la résilience, il y a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs. Pourquoi avoir choisi le kickboxing en particulier? Qu'est-ce que cette discipline vous a apporté personnellement? Comme je vous disais, j'ai joué beaucoup au football. Après le football, parce que j'ai un parcours quand même assez particulier, après le football, j'ai fait de la danse. J'ai été professeur de danse pendant des années. J'ai eu envie de changer dans les années 80, particulièrement en 1986. Je me suis dit, bon, il faut que je me lance dans un sport de combat. Le full contact était une discipline à l'époque, une discipline phare. J'aimais bien les règles, j'aimais bien le côté vestimentaire, avec le pantalon, la ceinture, les protections. J'aime pas le mot hasard parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Voilà, je me suis lancé dedans en disant, bon, ben écoute, on se lance dedans et puis advienne que pourra. Et visiblement, je suis resté, ça fait plus de 40 ans. Ah oui. Ah ouais. Un sacré parcours. Concrètement, en quoi la pratique du kickboxing peut être une véritable plus-value dans la vie d'un jeune, même s'il ne devient pas champion? Ça vous permet aussi de travailler votre self-control. Ça met une assurance dans la vie, ça met beaucoup de choses en fait. Ça développe des réflexes, de la concentration. Mais tout dépend aussi de l'enseignant que vous avez en face. Si vous avez un enseignant qui vous pousse à la violence, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Mais en général, tous les pratiquants qui se défoulent dans les salles, dans les sports de combat, ne pratiquent pas à l'extérieur. Déjà, il y a des règles respectées et il y a des lois d'État. Donc on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas utiliser ces connaissances martiales en dehors des tatamis, des dojos, des clubs, etc. Est-ce que chez les jeunes que vous coachez, même pour ceux qui ont fini par décrocher, est-ce que vous avez déjà constaté un avant-après? Oui, moi j'ai des retours positifs de la part des parents. J'ai eu pas mal d'enfants introvertis qui avaient des difficultés à se concentrer à l'école, avaient des difficultés à s'exprimer. Rien que par le biais du sport, par les sports de combat, ça a développé en eux une assurance, le fait de pouvoir se concentrer, de pouvoir se défendre aussi. Ça permet beaucoup de choses. Quelle est la plus grande erreur que les jeunes font qui veulent réussir dans les sports de combat? La précipitation, les comparaisons. Alors quand je dis la précipitation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop pressé. Il faut se laisser manager, il faut se laisser encadrer, il faut écouter les conseils, il faut s'entraîner. Les comparaisons, il ne faut pas dire « Ah oui, mais lui, il est plus fort que moi, lui, il réussit, moi, j'arrive pas, je suis moins souple, je suis moins puissant. » Voilà. Nous naissons tous avec chacun nos dons, nos talents. Il n'y a pas de raison à se comparer aux autres. Et quels conseils vous pourriez leur donner pour contrer ça, justement? De prendre leur temps, d'être à l'écoute de leur coach, de leur prof, de leur maître, de rester concentré et d'avoir confiance. S'il n'y a pas de confiance entre l'entraîneur et l'entraîné, il y aura un bug quelque part. Donc, je pense qu'il faut l'écoute, la confiance du coach ou du maître. Et après, on fait son bout de chemin. Tout cela fait partie un petit peu aussi de votre rôle de coach, d'enseigner ça aux élèves. Ça fait partie aussi un peu de l'exigence demandée. Comment définiriez-vous votre méthode de coaching? Qu'est-ce qui vous distingue dans votre manière de former vos athlètes? Je vais peut-être aller sur le côté technique, en toute humilité. Je pense être technicien. En tout cas, ce sont les qualités qu'on me donne. Je privilégie dans mon enseignement la technicité. Voilà. Donc, quand j'encadre mes élèves, je mets un accent sur la technicité et tout le reste vient après. Donc, pour moi, ce sont les premières valeurs pour un coach. Enseigner la technicité, accompagné après de tout ce qui est le respect, la condition physique, enfin bref. Mais je pense que la technicité, c'est dans tous les sports, hein, un athlète qui n'a pas de technique, voilà, on peut avoir de la force, certes, mais s'il n'y a pas de technique, il y aura un moment où on va stagner. Donc je pense que dans tous les sports, que ce soit les sports de combat, que ce soit les sports collectifs, il faut mettre la technicité en avant. Sinon, à un moment donné, ça stagne.
Comment vous arrivez à transmettre la rigueur, l'exigence et la discipline sans casser la confiance ni la motivation d'un jeune, par exemple, qui a beaucoup de force, mais qui manque de technique? Comment vous vous y prenez? Quand un jeune voit qu'il y a des résultats autour de lui, déjà, il regarde le parcours du coach. Souvent, les élèves s'identifient à leur coach. Ouais. C'est un peu comme les enfants qui s'identifient beaucoup à leurs parents. Il n'y a pas une réelle difficulté après à transmettre des valeurs, à transmettre des conseils, à transmettre une rigueur quelconque. Je pense que ces jeunes s'identifient vite et après, ils mettent en application. Moi, quand je donne des consignes, il n'y a pas vraiment besoin de parler 10 000 fois. Et voilà, ils savent qu'il faut passer par une rigueur, sinon il n'y a pas de performance. Sans rigueur, il n'y a pas de performance. Sans rigueur, il n'y a pas de progression. Quelle différence faites-vous entre former un athlète, un champion, et former un homme? Parce que c'est des jeunes qui grandissent parfois en étant avec vous, en apprenant la discipline. Comment vous faites? Alors la question est complexe parce que former un homme dans quel domaine, sur quel plan? C'est vrai que moi, mon rôle, c'est plus de former des athlètes, si on reste dans le domaine sportif. Mais je pense que la maturité vient au fil des années. Pour les athlètes, si on parle d'athlètes, parce que si vous voulez, dans le sport, il y a deux volets. Vous avez le sport loisir et vous avez le sport de haut niveau. Alors si on parle de sport de haut niveau, je pense qu'au fur et à mesure des résultats, positifs ou négatifs, ils apprennent beaucoup de choses. Et c'est là que nous, enseignants, on peut transmettre plus de rigueur, plus de conseils pour que ces athlètes puissent aller en progressant. Ils se construisent en tant qu'hommes, avec les expériences même qu'ils peuvent apprendre sur le terrain, c'est ça? Tout le monde dit que la défaite aussi est constructive. Donc, on gagne, c'est bien, on apprend par les victoires, mais on apprend aussi par les défaites. Donc, au fur et à mesure des combats qui se font, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Ils apprennent normalement, s'ils sont humbles, à se remettre en question. Et c'est tout ça qui construit l'homme, mais l'homme compétiteur. Je parle de l'homme sportif, je parle de l'homme compétiteur, de l'homme qui prend de l'assurance, de l'homme qui prend de la maturité dans le sport. Ce sont les victoires et les défaites qui font en sorte que cet athlète devienne complet, en fait. Que diriez-vous à un jeune ou une jeune qui hésite justement à franchir ce cap de sport loisir à sport compétitif? Grande question parce que j'ai des élèves, moi, qui pratiquent depuis longtemps mais qui ne veulent pas faire de compétition. Il y en a qui ont peut-être la crainte des défaites, la crainte de l'humiliation. Il y en a qui ne veulent pas faire de compétition. Ils se disent, moi, je veux juste faire du sport loisir, je veux rester en salle, je veux apprendre de la technique, je veux apprendre des techniques de poing, techniques de jambes, je veux me rassurer moi-même, mais qu'en salle. Je ne veux pas faire de compétition, je ne veux pas me comparer, je ne veux pas performer sur un tatami, je ne veux pas performer sur un ring. C'est pas évident de trouver les mots, j'ai essayé, mais vous savez, je pense que la première personne qui doit convaincre pour monter sur un ring ou sur un tatami, c'est la personne elle-même. C'est des choses qui ne se forcent pas. Nous, on peut donner des conseils, mais on n'est pas là pour forcer. On est peut-être là pour persuader, pour aider, pour conseiller, mais pas obliger. Oui. On ne peut pas obliger parce que de toutes les manières, en obligeant, on n'arrive à rien parce qu'il y a toujours après cette crainte au moment du combat, au moment de l'assaut, de la compétition. Oui. Quels sont les derniers mots que vous dites à vos athlètes avant de monter sur le ring? Déjà, je leur fais comprendre et je leur rappelle qu'ils sont prêts. Personnellement, je n'amène jamais mes athlètes sans être entraînés. Lorsque je les accompagne sur une compétition quelconque, c'est qu'ils sont entraînés. Donc déjà, il y a tout ce travail mental que je fais en leur persuadant, en leur disant, vous êtes prêts. N'oublie pas les heures d'entraînement, la sueur que tu as eue, les souffrances de la préparation, les footings, le travail au sac, le travail avec le coach. Je leur rappelle ça. Et je leur dis, c'est toi le meilleur. Bon, c'est tout un travail psychologique. Hein. Bien Après, sûr. Ça passe ou ça casse, mais souvent ça passe. Vous pensez qu'ils essayent de se convaincre eux-mêmes de ce que vous leur dites, ou c'est des choses dont ils ont déjà conscience? Non, ils ont conscience. Le problème, c'est qu'au moment de l'échéance, juste avant de monter sur un ring ou sur un tatami, nous sommes dans une sensation de stress, du stress positif ou négatif. Hein. Alors, si c'est négatif, c'est qu'on perd les pédales. Oui. Après, si c'est positif, ça veut dire qu'on a conscience. Parce que quand il n'y a pas de conscience, c'est là où il y a un danger. Donc, il faut avoir conscience que là où je vais, attention. Moi, je pense qu'ils le savent, mais il faut que le coach soit capable de ressortir, de leur faire ressortir cette connaissance qui est enfouie dans le subconscient. Bon, après, on va rentrer dans des... Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été mis en place des préparateurs mentaux, parce que ça n'existait pas avant. On s'est rendu compte avec des études que dans le subconscient se cachaient beaucoup de choses. Donc, le préparateur mental est là pour faire sortir toutes ces choses qui sont enfouies. Et voilà pourquoi le rôle du coach, c'est juste avant l'échéance, juste avant le combat, de lui rappeler qu'il s'est entraîné, qu'il s'est préparé, qu'il est fort et qu'il gagnera. Voilà, ce sont des plus-values qu'il faut dire à tous ces athlètes au moment de l'échéance. En parlant de préparation mentale d'avant-combat,
ça fait partie des avancées des sports de combat. Vous qui avez pu voir le sport en Afrique et ici en Europe, est-ce que pour vous, le kickboxing aujourd'hui est un sport bien subventionné, bien structuré en France, et est-ce que les moyens sont à la hauteur des ambitions des athlètes? Alors sur la France, oui, tout à fait. Le sport s'appuie sur une politique forte ici, avec des financements, avec du sponsoring, s'appuie aussi sur des centres de formation, s'appuie sur de l'encadrement formé. Donc du coup, les athlètes ici sont en position de pouvoir même travailler, vivre du sport, ce qui est différent en Afrique. Alors peut-être que j'ai anticipé sur la question, Oui. mais voilà, je vous laisse poser la question quand même du coup. Au Congo, du coup, est-ce que vous pensez que le sport est bien subventionné, bien structuré et que les moyens sont à la hauteur? Je ne sais pas si vous avez eu connaissance qu'au mois de juin, je suis allé au Congo, particulièrement à Brazzaville, pour aller faire des dons. D'accord. Je suis allé faire des dons auprès de la Fédération congolaise de kickboxing, des dons de matériel, des gants, des protections, des protèges tibia, des protèges dents, du matériel pour les coachs, des chronomètres, tout ça parce que j'avais connaissance qu'il y a un manque au Congo. Il y a beaucoup de demandes au niveau du matériel. On ne peut pas comparer. Il faut structurer les choses là-bas. Il y a des centres de formation à faire. Je pense que le ministère devrait aider les fédérations. Moi, je sais ici, en France, les fédérations ont des conventions d'objectifs, c'est-à-dire des subventions de l'État pour que les fédérations puissent se structurer, puissent travailler. Donc, vous avez des subventions allouées au niveau des fédérations pour les départements de la formation, pour les départements des équipes de France, pour les départements des jeunes, pour les départements des femmes. Tout ça, c'est bien structuré. Et je pense qu'il faudrait qu'au Congo, qu'on puisse arriver à ça. Il faudrait que je prenne encore un peu plus de renseignements. Je ne sais pas si au Congo, il y a des conventions d'objectifs pour les fédérations sportives. Comment fonctionne-t-elle? Ce que je sais, c'est qu'il leur manque beaucoup de moyens. Même au niveau des infrastructures locales, ils n'ont pas de bureau pour certains, à part les grosses disciplines comme le football, etc. Mais toutes les petites disciplines, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais tout ce qui est karaté, taekwondo, je suis allé voir les bureaux de la Fédération congolaise de kickboxing, il y a à faire. Il faudrait que le ministère mette un œil sur ça, et après, il faut que les fédérations cherchent du sponsoring. Dedans, mettre des sponsors pour pouvoir se faire aider. Sinon, ils auront du mal. Financièrement, ils auront du mal. Ok. Et vous avez l'impression que ce manque d'aide, manque de subvention, il est vraiment ciblé sur le domaine du kickboxing, ou bien aussi d'autres disciplines sportives qui en payent les frais? Toutes les disciplines de sport de combat, je dirais, en payent les frais. Okay. Après, certaines fédérations aussi qui ont des problématiques. Dernièrement, il y a la Fédération congolaise de karaté qui n'a pas pu envoyer les Diables Rouges en championnat. Le judo, pareil. Je pense que ça se reporte sur beaucoup de disciplines, même celles en dehors des sports de combat. Je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire. Il faudrait quand même que le ministère s'appuie éventuellement sur des techniciens de la diaspora. Peut-être que je vais encore anticiper sur la question. Il y a un gros travail à faire. Selon vous, où se situe le blocage? Alors, le blocage situe-t-il sur une vision? Parce que je pense que pour développer, il faut avoir une vision. Déjà, si on n'a pas de vision, il n'y a pas de développement. Donc, il faut avoir une vision, il faut avoir de la connaissance, il faut s'entourer de sachants pour pouvoir avoir des billes, pour travailler, pour progresser, pour mettre des bases. Je pense que le blocage se fait là. Il faut absolument que les instances n'hésitent pas à travailler avec des sachants. Aujourd'hui, on voit des figures africaines comme Francis Ngannou ou encore Kamaru Usman représenter leur pays dans les sports de combat. Pourquoi, selon vous, il y a encore peu de grandes figures congolaises dans ces sports? C'est difficile à dire. Je pense que la majorité des Congolais sont beaucoup plus sur le kickboxing. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant, vous avez des cadres, des entraîneurs de MMA, mais c'est quand même une question difficile à répondre. Nous voyons beaucoup plus les Congolais sur les arts martiaux, le judo, karaté, kickboxing, mais pas encore au MMA. Il y en a. Est-ce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité à pousser les portes? C'est peut-être ça aussi. Je pense qu'il faut trouver un mécène, quelqu'un qui amène ces Congolais de bon niveau, parce que je sais qu'il y en a, à pouvoir accéder à ces clubs d'MMA. D'ailleurs, en parlant de figures congolaise dans les sports de combat. Dans l'actualité sportive congolaise, la rivalité entre Tony Yoka, qui a récemment changé de nationalité sportive, et Martin Bakolé fait parler. Et on a même vu des discussions autour d'un potentiel combat. Selon vous, est-ce que représenter son pays et porter les couleurs du Congo serait un modèle à suivre pour les jeunes de la diaspora ou plutôt un pari risqué, étant donné qu'on connaît le manque de subventions de ces sports au pays? Alors, je m'inscris un peu en faux sur la question parce que je ne pense pas que Tony Yoka ait changé de nationalité. Je pense qu'il veut simplement
combattre dans son pays, parce que je pense que ce sont ses propres dires. Il a dit qu'il n'avait pas changé de nationalité, mais qu'il voulait combattre parce que c'est un franco-congolais. Alors c'est la nationalité, mais la nationalité sportive. Donc exactement ce que vous dites. Changer de nationalité, mais pour combattre dans son pays d'origine. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais qu'il a une réelle volonté de combattre dans son pays d'origine pour développer la boxe en RDC. Non, je pense pas. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque parce que, comme je vous disais, il change pas de nationalité, mais au contraire, il essaie de mettre les choses en place pour justement pour aider à ce développement. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire en République du Congo. D'ailleurs, je suis en train de mettre en place le premier festival des arts martiaux en République du Congo. Et ça, pour aider justement à faire connaître tous ces maîtres, toutes ces disciplines sportives, tous ces coachs, tous ces athlètes, les mettre en lumière. Donc là, il y a un travail qui est fait avec le ministère des Sports. Nous avons déposé des dossiers au niveau des plus grands sponsors de la République du Congo. Et dans cette démarche, quel rôle concret la diaspora congolaise peut-elle jouer pour structurer et professionnaliser le sport au pays ? Elle peut jouer un grand rôle parce que ici, la diaspora a quand même performé, la diaspora a quand même appris. Je pense que c'est plutôt aux instances locales de véritablement se servir et s'appuyer sur la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora peut ramener ? Déjà son expérience, ramener les connaissances, donner des idées, comment structurer les centres de formation, comment structurer les clubs sportifs, structurer les fédérations. Je pense que la diaspora a énormément de choses à apporter en République du Congo. Si et seulement si on acceptait de laisser cette diaspora faire des propositions. Je pense que c'est là où le bas blesse. Si vous aviez 30 secondes face à toute la jeunesse congolaise, cette génération héritière qui est capable de faire bouger les choses, quel message vous souhaiteriez transmettre ? De continuer à croire. Cette jeunesse, c'est vrai qu'elle est, entre guillemets, alors ce mot, j'aime pas trop ce mot, mais je vais le dire, abandonnée à elle-même, malheureusement, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il lâche, il faut qu'il continue. On va faire en sorte, on va essayer de mettre des choses en place pour qu'ils puissent jouir de leur choix, parce que voilà, s'ils ont choisi de faire un sport de combat, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a John Fitzgerald Kennedy qui disait « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi de taper sur les doigts des instances locales. Je pense qu'il faut que nous apportions des idées. Il faut mettre la main à la pâte, il faut se lancer, il faut oser, il faut proposer, il faut mettre des choses en place. Voilà, je suis pas le seul. Il y a plein de franco-congolais ou même de Congolais même qui ont été sur place pour mettre des championnats, des organisations en place, pour faire du sponsoring. Voilà. Je pense qu'un seul doigt peut pas laver la figure. Il faut s'associer, il faut travailler en collaboration. Il faut les instances locales nous tendent la main. On pourra faire quelque chose. Jean-Luc Kitoko, merci beaucoup pour cet échange. C'était Caroline Makwangu de Congo Diaspora et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Est-ce que vous avez un mot à dire, un mot de fin ? Je voudrais vous remercier, je voudrais vous féliciter parce que vous permettez justement à faire en sorte que cette diaspora se découvre ou se fasse connaître. Et par le biais de votre émission, dans tous les domaines, pas que le domaine sportif, j'ai vu les 2 premiers intervenants, ils ont été mis en lumière grâce à votre émission. Donc je vous félicite, je vous encourage et merci encore de m'avoir invité. Merci à vous.